Elle aussi était emmitouflée jusqu'au cou dans de la fourrure blanche. Elle tenait dans sa main droite une longue baguette rigide en or, et elle portait une couronne d'or sur sa tête. Sa figure était blanche, pas seulement pâle, mais blanche comme de la neige, ou du papier, ou du sucre glacé, à l'exception de sa bouche qui était très rouge. C'était d'ailleurs une belle figure, mais orgueilleuse, froide et sévère. Quel beau spectacle lorsque le traîneau glissa dans la direction d'Edmund, avec ses clochettes qui tintinabulaient, le nain qui faisait claquer son fouet et la neige qui s'envolait de chaque côté. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Anna, Bonjour Lula. on se retrouve pour le chapitre 3 et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire ou d'écouter le chapitre 2, on a eu Lucie qui rencontre un faune avec une discussion passionnante. Et ce qu'on sait, c'est que ce faune a été mandaté par une sorcière maléfique pour kidnapper tous les êtres humains qu'il trouvait. Mais face à la discussion et au temps passé avec Lucie, il regrette et l'aide à s'enfuir. Et nous nous retrouvons au début du chapitre 3. Lucie sort de l'armoire et assure qu'elle va bien. Elle est choquée lorsque ses frères et sœurs déclarent qu'elle n'est partie que quelques secondes. Elle veut les amener à Narnia, mais l'armoire a retrouvé son fond. Peter et Suzanne supposent qu'elle s'amuse juste à inventer des histoires, mais Edmund la taquine méchamment. Quelques jours plus tard, les enfants jouent à cache-cache. Lucie veut vérifier si l'armoire est vraiment vide. Edmund voit Lucie disparaître dans l'armoire et la suit, avec l'intention de continuer à la taquiner, mais une fois à l'intérieur, il se retrouve à Narnia. Soudain, il voit s'approcher un traîneau tiré par des rennes blancs sur lequel est assise une femme d'une pâleur mortelle. Elle porte une couronne et tient une baguette à la main. Elle s'arrête devant Edmund et lui demande ce qu'il est. Il se présente maladroitement, elle l'informe sévèrement qu'elle est la reine de Narnia. Edmund, perplexe, lui répond en bafouillant. Alors, lorsqu'on voit la réaction des frères et sœurs quand Lucie dit qu'elle a trouvé un autre monde dans l'armoire, on retrouve ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils montrent chacun leur caractère. Hein, d'une part, on a Peter qui est plutôt bienveillant, on a Suzanne qui est un petit peu moralisatrice, hein, on a vu déjà dans le premier chapitre qu'elle aimait bien jouer un peu le rôle de la maman absente, et puis Edmund qui est carrément méchant. Et bon, il y a un petit problème de traduction d'ailleurs parce que Suzanne, dans la version française, elle a l'air vraiment méchante, hein, puisqu'on a tiens, espèce d'oie stupide. Elle dit ça quand ils vont voir dans l'armoire et qu'il y a un fond, en fait, on voit rien. Et en plus, le texte dit tiens, espèce d'oie stupide, persifla Suzanne. Alors, persifler, c'est un verbe qui veut dire parler avec ironie, se moquer. Mais en anglais, en fait, on n'a pas ça. C'est moins méchant et plus naturel en anglais. En anglais, c'est why you goose. Et moi, je traduirais, et said Susan d'ailleurs, said, hein, Susan. Moi, je traduirais ça par espèce de petite cruche ou espèce de bécasse ou quelque chose comme ça. C'est bon, voilà, c'est bon. Bien sûr, c'est une petite insulte, mais c'est pas aussi méchant que, et c'est plus naturel que espèce d'oie stupide en anglais. C'est une mauvaise traduction de l'expression silly goose, parce que Oui, voilà. autant silly goose, on peut le dire beaucoup en anglais, enfin, on peut le dire en anglais, mais ouais, stupide, personnellement, je l'avais jamais entendu. Donc c'est, vu que c'est pas connu, ça, on a l'impression que c'est vraiment méchant. Non, là c'est vraiment Edmund qui est méchant ici. C'est pas Suzanne, elle est pas trop méchante, elle est juste un peu moralisatrice. Non, c'est d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher. On pourra lui reprocher un peu plus tard, justement, de pas être méchante, de pas être tranchante. Ouais. Alors pour ce qui concerne le caractère de Lucie, je trouve que c'est intéressant ce que le narrateur nous dit là. Il dit
qu'elle aurait pu se réconcilier avec les autres très facilement si elle avait accepté de dire qu'elle avait inventé toute cette histoire. Donc en fait, elle pourrait mentir pour être tranquille et pour qu'on arrête de l'embêter. Mais elle préfère rester dans cette situation inconfortable parce qu'elle préfère dire la vérité, hein, même si ça lui apporte des ennuis. Donc c'est quelqu'un de très droit, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis ici. Donc voilà, on apprend aussi plus de choses sur le caractère de Lucie dans ce passage. J'ai l'impression que dans ce passage, et en tout cas dans ce début de livre, c'est la seule qui joue pas un rôle. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et c'est pour ça que, à mes yeux, elle est l'archétype de l'enfant, pas parfaite dans sa manière d'être, mais authentique, ce qui en fait la qualité première des enfants. On voit que Edmund, il joue le rôle de l'abruti, enfin, soyons honnêtes, il joue le rôle du méchant, il se donne un genre en étant blessant. Suzanne, elle prend ce rôle très maternel, et Peter prend ce rôle très paternel aussi. On le voit quand il dit « Allons Lucie », gronda Peter, « cela va un peu trop loin, tu as réussi ta plaisanterie, c'est très bien, mais ne trouves-tu pas que cela suffit maintenant ?» on entend presque le père, voire le grand-père, c'est très... Oui, on n'a pas l'impression qu'ils ont que quelques années de différence. Je ne sais pas combien d'années de différence ils ont, on sait qu'il y a qu'une seule année entre Edmund et Lucie, je ne sais pas combien il y a d'années entre Peter et Lucie, mais on sait que tous sont des enfants. Et on voit le rôle qu'ils prennent, qui est triste à mes yeux, de vraiment de pas oser s'émerveiller, de pas oser croire. Alors on peut peut-être imaginer que... J'ai l'impression que Peter n'a pas plus que 12 ans. Peut-être qu'on le dit plus tard. Oui, en fait, on ne nous le dit pas dans le livre, mais C.S. Lewis, à un moment donné, a fait une frise chronologique de Narnia, et là-dedans, il donne l'âge exact des enfants. Alors, je ne veux pas dire de bêtises de mémoire, il me semble qu'il a 13 ans et que Lucie a 8 ans, mais il faudra que je vérifie si jamais c'est pas ça. Mais en tout cas, il donne l'âge des enfants, quelque part, mais pas dans ce livre-là. Ouais. Ouais. Oui, 13 ans, c'est vrai que c'est le début de l'adolescence, mais ça reste... Ouais. Alors, elle a 8 ans et Edmund a 10 ans. Et il me semble que Peter a 13 ans. Je crois qu'ils n'ont qu'une seule année, Edmund et Lucie. Ce qui dit, je crois, à ce chapitre ou ce prochain chapitre. En tout cas, on sait qu'ils sont proches et que les trois plus âgés, que ce soit bienveillants ou non, assoient leur droit d'aînesse, entre guillemets, même si ils ont fait comme ils pouvaient. Il y a le monsieur qui est le propriétaire de la maison, mais qui n'est pas une figure parentale. Il est là en cas de besoin, mais il n'est pas là au quotidien. On voit la gouvernante qui n'apprécie pas du tout les enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est pas une critique envers eux, mais c'est vrai que c'est assez marquant de voir à quel point ils sont forcés à jouer un rôle, et en tout cas, c'est ce qu'ils acceptent de faire, et Lucie est exempte de ça, elle est totalement authentique face à ce qu'elle vit, et c'est une inspiration, je trouve, dans ces chapitres, et dans les chapitres aussi avant et après. Moi, les moqueries d'Edmund m'ont rappelé des souvenirs d'enfance. Alors, j'ai pas de frère, mais j'ai des souvenirs à l'école, notamment de garçons qui m'embêtaient un petit peu de cette manière, en répétant tout le temps la même blague, et c'était un peu... lourd, hein. Parce que là en fait c'est ce qu'il fait, il se moque de Lucie chaque fois qu'il voit une armoire, il lui demande si elle a découvert un nouveau pays, hein, donc, complètement, vraiment, ça me rappelle aussi des mauvais souvenirs d'enfance. Non seulement il est méchant, mais en plus il est pas drôle parce voilà, c'est ça, il y a que lui qui s'amuse en fait. Oui, en tout exactement. cas ça sonne très vrai, hein, ça sonne très vrai. Voilà, il y a certaines choses qui n'ont pas changé depuis cette époque. J'aime le regard critique de C.S. Lewis qui n'est pas condamnant sur Edmund, dans le sens où il dit les faits, mais je pense qu'il aurait bien géré, ou il a bien suggéré voilà ceux qui les harceleurs, parce que il dit par exemple Edmund savait se montrer odieux, et à cette occasion il fut vraiment odieux. Et je trouve que c'est très pédagogique quand même, parce qu'il le condamne pas en disant Edmund est une odieuse personne, il est méchant, il faut l'enfermer, mais il dit il a des mauvais côtés, et là son mauvais côté est sorti sans le résumer à cela, tout en disant la vérité que là vraiment il n'a pas été cool. Et
Et oui, on en parle, mais c'est vrai que c'est un livre qui a quand même quelques décennies, et je trouve que c'est très moderne Mm, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de ne pas jeter l'enfant avec ses défauts, même si il les efface pas. mm. Donc on voit que la pluie joue de nouveau un rôle pour les amener vers l'armoire, hein, comme la dernière fois. Hein, là, ils font une partie de cache-cache parce qu'il pleut. Et on voit que Lucie profite de cette partie de cache-cache pour aller voir dans l'armoire pour vérifier si elle a rêvé. Et moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Je pense que j'aurais fait exactement pareil à sa place, puisque voilà, elle a vécu une merveilleuse aventure dans cette armoire. Et en même temps, lorsqu'elle a voulu montrer à ses frères et sœurs ce qu'il y avait dans l'armoire, bah, il n'y avait plus rien. Et donc, logiquement, bah, elle a besoin de vérifier hein, voilà, elle se dit, est-ce que j'ai rêvé Moi, je pense que vraiment, j'aurais réagi exactement de la même façon. J'aurais peut-être même pas attendu aussi longtemps qu'elle pour aller vérifier. Et j'aime bien la façon dont ils rendent ça dans le film. Dans le film, la partie de cache-cache a lieu au début. Et la deuxième fois que Lucie va à Narnia, en fait, elle n'arrive pas à dormir la nuit. Et elle décide de se lever en plein milieu de la nuit pour aller vérifier. Et j'aime bien cette façon de montrer les choses parce qu'on voit du coup que ça la travaille, ça l'empêche de dormir. Et en même temps, elle y va la nuit parce que ça lui permet d'y aller discrètement sans que les autres soient au courant. Bon, manque de chance pour elle, son frère Edmund est réveillé également et donc il va la suivre. Et c'est bien fait dans le film. Hein. C'est la même scène que dans le livre, mais ça se passe la nuit au lieu de se passer pendant la partie de cache-cache. Oui, tout à fait, et on parle peu des émotions de Lucie à ces moments-là, mais ça a dû pas être facile pour elle, parce que c'est une petite fille intelligente et sincère. Elle sait elle-même que les mondes dans les armoires, normalement, ça n'existe pas. Elle doit être empreinte à des doutes, à des questions de comment elle a vécu ça. Elle le vit avec beaucoup d'enthousiasme. Quand son premier élan, c'est d'aller le Mm. raconter à ses frères et sœurs en ayant une bonne nouvelle à raconter. Et là, elle se fait clasher, elle se fait couper dans son élan, elle se fait moquer. Et on peut imaginer que c'est perturbant pour une petite fille d'avoir toutes ces émotions, de se dire mais j'ai vécu plusieurs heures avec un faune, je ne connaissais pas plein de choses, enfin c'est pas quelque chose qu'elle aurait pu imaginer facilement toute seule. Et, euh, et d'avoir besoin de se dire mais en fait je ne suis pas folle. Et en même temps ça doit être douloureux parce que soit elle est folle, enfin soit elle a eu des hallucinations ou une imagination euh, qui l'a trompée elle-même, soit elle a des frères et sœurs qui ne sont pas très bienveillants ou en tout cas qui ne l'ont pas prise au sérieux. Et donc dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mm. Donc on peut imaginer toutes ces émotions qu'il y a derrière qui sont beaucoup pour Lucie. Mm. Donc Lucie entre dans l'armoire et Lucie ne ferme pas la porte. Hein, donc on a vu la dernière fois qu'il y avait eu plusieurs fois ce commentaire du narrateur. Donc là il revient. Hein. C'est la quatrième fois. Toujours avec donc ce commentaire. Non, pardon, c'est la troisième fois. Pour Lucie, c'est la troisième fois. Et ensuite, il y a une quatrième occurrence quand Edmund la suit et rentre dans l'armoire. Et là, on nous dit que lui ferme la porte. Et il y a un petit commentaire, cette fois, qui dit « Il oublie combien il est stupide de s'enfermer dans une armoire ». Donc, le fait de s'enfermer ou pas dans l'armoire, visiblement, montre des choses, encore une fois, sur le caractère de la personne. Oui, et c'est un pic de C.S. Lewis dans Edmund qui se sent tellement supérieur par rapport à Lucie sur tous les aspects, mais lui ne sait pas ne pas s'enfermer dans une armoire. Voilà. Oui, on voit qu'il n'est pas sage dans le sens sagesse, hein, pas dans le sens un enfant sage, mais dans le sens sagesse. Il manque de sagesse, en fait. C'est ce Oui, que il ça n'est pas montre aussi. perspicace, il manque de Voilà. jugeote. Alors, on a vu la dernière fois que le temps se déroulait différemment à Narnia, puisque quand Lucie était revenue, ben, il ne s'était pas passé de temps. Et là, on a encore une fois une preuve de ça, puisque Edmund suit Lucie de très près, et pourtant, quand il arrive dans la forêt, eh ben, il y a plus aucune trace d'elle. Elle a eu le temps de partir. Donc voilà, on voit encore une fois cette idée que le temps ne se déroule pas de la même façon que chez nous. Et ensuite, voilà, on a l'expérience de Edmund à Narnia qui va être très différente de celle de Lucie et en même temps, elle va être complètement en miroir. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire qu'il va y avoir une série de parallèles et en même temps une série de renversements. C'est très très bien construit en fait. Oui, c'est ça qui m'a marqué. La première fois qu'on découvre le monde de Narnia avec Lucie, on a envie d'y être.
on a envie d'être dans ce monde incroyable. D'ailleurs, pour le fun fact, dans le film, quand Lucie découvre le monde de Narnia, ils avaient bandé les yeux de l'actrice et ils l'avaient mis au milieu du plateau. Ils lui avaient enlevé le bandeau des yeux pour qu'elle découvre le plateau pour la première fois et qu'on voie l'émerveillement dans ses yeux. Et là, pas du tout. Avec Edmund, Narnia fait peur. On a très envie de retrouver très vite l'armoire pour être dans un endroit sécurisant. Et ça, je trouve assez, assez fascinant. Alors qu'on est dans les mêmes conditions. Il n'y a pas un endroit où tout d'un coup il y a une tempête de neige, il fait nuit, puis l'autre qui est ensoleillé. Il y a vraiment quelque chose de similaire, mais avec Edmund, c'est presque comme si le caractère du personnage avec qui on est reflété dans le monde de Narnia, et qui nous donne plus ou moins envie de le suivre. Et c'est vrai jusque dans les moindres détails, hein, puisque en fait, donc, il va y avoir toute une série de similitudes. Donc, comme Lucie, il va traverser l'armoire, il va se retrouver dans une forêt, il va rencontrer une habitante de Narnia qui va lui donner à manger et à boire. Et dans les deux cas, il est face à un personnage qui fait semblant d'être sympathique dans le but de parvenir à ses fins. Alors ça, c'est toutes les ressemblances, il y en a énormément. Mais en même temps, tout ce qui était positif pour Lucie va être négatif pour lui. Et encore une fois, jusque dans les moindres détails, et ça commence dès l'armoire. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Lucie, quand elle était rentrée dans l'armoire, elle avait senti une bonne odeur de fourrure. Lui, qu'est-ce qu'il sent? Une mauvaise odeur de naphtaline. Ensuite, il se perd dans l'armoire, il essaye de ressortir, il n'y arrive pas. Alors que Lucie était pleine de curiosité, lui, il panique en fait, ça ne lui plaît pas du tout. Hein. Il cherche fébrilement, dit le texte. Oui, puis on voit qu'il a une très mauvaise oreille interne, puisque quand il voit un peu de lumière, il se dit « Ah, chouette, la porte s'est réouverte !» Donc, normalement, il est censé avoir le dos à la porte, enfin, il n'est pas censé être face à ce qu'il voit, donc il a l'air très content de lui, il est sûr de lui, mais il est un peu désorienté. Et on avait parlé d'une expérience sensorielle, donc on a déjà parlé de l'odeur, et il y a aussi la sensation de froid qu'il ressent lorsqu'il arrive à Narnia, alors que Lucie, qui n'était pas plus couverte que lui, hein, puisque c'est l'été dans notre monde, eh ben, elle ne ressent pas le froid. Elle est tellement émerveillée peut-être qu'elle ne ressent pas le froid. Et puis il y a aussi le silence qui est mentionné. Quand il arrive, lui, à Narnia, on nous dit que tout est parfaitement silencieux, qu'il n'y a pas un seul animal, pas un rouge-gorge, pas un écureuil. Alors qu'on sait qu'en réalité, il y a plein d'animaux dans cette forêt. Alors, est-ce que c'est à cause de la proximité de la sorcière? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il n'y a que des choses négatives. Et puis, on nous dit aussi qu'il frissonne. Et pourtant, on est à l'aube. C'est ce que le texte nous dit. Il y avait un ciel bleu pâle, le genre de ciel que l'on voit par une belle matinée d'hiver. Et l'aube, c'est souvent le symbole de l'espoir, du renouveau, d'un nouveau chapitre. Et là, ce n'est pas le cas. Non. Et je trouve intéressant que C.S. Lewis ne tombe pas dans la caricature. Dans la Bible, le matin, c'est quelque chose de vraiment important. Et dans les moments de difficulté, il y a beaucoup de passages bibliques qui disent que voilà, le matin, les bontés se renouvellent. De voir les premières lueurs de l'aube, c'est symbole d'espérance après les angoisses de la nuit. Et là, c'est pas le cas. On a un matin vide, un matin stérile, où normalement c'est le moment où ça grouille, il y a les oiseaux qui se réveillent, il y a les écureuils qui vont chercher à manger, tout devrait être vivant, mais là c'est un matin particulier. Étrange, glacial et silencieux, dit le texte. Voilà. Et du coup, il a des regrets. Hein, il a des regrets parce que voilà, il se retrouve tout seul. Et il appelle Lucie. Alors, probablement avec l'intention de reconnaître qu'il a eu tort, mais on voit quand même que ses motivations ne sont pas très bonnes. Bon, déjà parce qu'il n'a pas envie de rester tout seul dans ce monde si désagréable. Et aussi, si on regarde comment il s'exprime, il dit... il reconnaît qu'il a tort. Hein, il dit « Je regrette de ne pas t'avoir cru. Je vois à présent que tu avais entièrement raison. Montre-toi, je te prie, faisons la paix. » Donc, il regrette, mais
ça n'ira pas plus loin. Et juste après, en fait, il va, quand elle ne répond pas à son appel, il va la soupçonner d'avoir de mauvaises motivations, de se cacher exprès pour l'embêter, de bouder, de ne pas vouloir accepter ses excuses. Hein. Donc il va lui prêter de mauvaises motivations, en fait. Et c'est souvent une des conséquences quand on décide de faire le mal, c'est que nous-mêmes, on attribue les mauvaises pensées que nous avons aux autres. Et là, c'est ce qui se passe. Et du coup, on voit que avoir juste un regret, ça suffit pas. Hein. Il faut aller plus loin. Là, il s'arrête au regret, mais il va pas. Sa démarche, elle va pas jusqu'au bout. Et ça m'a fait penser à deux personnages bibliques qui ont éprouvé du regret dans la Bible, dans les évangiles, Pierre et Judas. Et en fait, ils ont tous les deux éprouvé du regret, mais il n'y a pas eu les mêmes conséquences. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement. Il y en a un qui n'a pas assumé ses regrets. Il a pas non plus accepté l'idée qu'il pouvait être pardonné. Et il saute la vie. Et l'autre qui regrette amèrement et qui va passer presque sa vie à récupérer ça. Non, c'est pas vrai, il va être très vite pardonné par Jésus quand Jésus sera ressuscité. Et son erreur lui a appris quelque chose. Et je pense que c'est ça qui différencie le plus Pierre de Judas. C'est accepter la grâce de pouvoir être pardonné, accepter son erreur et accepter d'apprendre de son erreur et de ne pas rester là où on en est, mais d'accepter cette leçon que l'erreur nous a appris. L'erreur est humaine, on est tous des personnes finies, dans le sens pas infini, et ça nous arrive de faire des erreurs, mais ce qui nous différencie le plus, c'est comment on gère ces erreurs. Et par rapport à Edmund, ce que je trouve triste, c'est... Je pense que c'est très très humain et on ressemble peut-être tous plus à Edmund que ce qu'on le souhaiterait, en tout cas à cette partie du livre, mais il est un peu égocentrique, dans le sens où il dit c'est bien d'une fille, observa Edmund, boudant dans son coin et ne voulant pas accepter d'excuses. Et il lui prête des intentions qui ne sont juste pas les siennes, puisqu'elle ne l'entend pas. C'est pas dit dans le texte, mais elle est très probablement pas là. On a parlé de la problématique espace-temps, Narnia, monde humain. Connaissant Lucie, elle aurait, et puis on le voit plus tard, elle n'a aucune animosité envers Edmund, pas à ce moment-là. Donc si elle l'avait entendu, elle lui aurait répondu. Puis elle aurait été trop ravie de pouvoir présenter Edmund à son ami le faune. Donc il est tout seul dans son amertume, il en veut à sa sœur alors qu'il a aucune raison de lui en vouloir, elle ne l'entend juste pas, mais pour lui c'est impensable qu'elle ne lui réponde pas parce qu'elle ne l'entend pas. Et on voit un peu ce péché d'orgueil, entre guillemets, de se dire, mais voilà, je suis le centre du monde, tout tourne autour de moi, elle est forcément là, elle m'entend, puis si elle ne me répond pas, c'est parce que c'est une fille, et que les filles, ça boude. En le trouvant lui-même un peu boudeur, d'ailleurs. Oui, bah oui. Et donc, comme il n'aime pas cet endroit, et on nous dit qu'il est sur le point de repartir, quand tout à coup, il entend un bruit de clochette. Et donc là, on continue avec le parallélisme, puisque Lucie aussi avait commencé par entendre un bruit. Hein. En ce qui la concerne, c'était des pas sur la neige. Et voilà que la sorcière apparaît, et on nous dit qu'elle est impressionnante, une grande dame, plus grande que n'importe quelle femme, et on nous dit qu'elle est belle. Alors, on nous dit que son visage est très blanc et que sa bouche est très rouge. Alors, ça fait tout de suite penser au conte de fées traditionnel, Blanche-Neige, bien sûr. Et puis aussi, La Reine des Neiges. Alors, quand je dis La Reine des Neiges, évidemment, rien à voir avec le film de Walt Disney. Moi, je parle de La Reine des Neiges, le conte d'Andersen, qui a servi au départ d'inspiration au film de Walt Disney, mais qui a très peu de rapport avec l'histoire originale. Et donc, on sait qu'il a été inspiré par la Reine des Neiges pour écrire ce personnage de la sorcière blanche ici. Alors, je vais vous raconter vite fait l'histoire pour vous montrer les parallèles. Donc, dans l'histoire de Andersen, le conteur danois, il y a une méchante Reine des Neiges qui apparaît sur son traîneau et qui rencontre un petit garçon qui s'appelle Kay. Et elle l'embrasse. Et quand elle l'embrasse, en fait, son cœur se transforme en glace suite à ce baiser. Et il devient complètement insensible à ce qui est autour de lui. Et elle l'emmène sur son traîneau, elle l'emmène jusqu'à son palais en Laponie.
et elle le garde prisonnier là-bas jusqu'à ce que ensuite, plus tard il soit délivré. Voilà, et donc sûrement que cette Reine des Neiges a été une inspiration pour Lewis. Ce que je trouve très intéressant dans la manière dont c'est écrit, on a parlé de Noël, déjà on en reparlera plus tard. Il y a l'imaginaire de Noël qui est présent, même si il brille par son absence, parce qu'il dit c'est toujours l'hiver et jamais Noël, mais ça fait partie du champ des possibles, entre guillemets. Et comme c'est présenté, il y avait des reines qui avaient à peu près la taille de poney Shetland, donc on voit des reines arriver en plein hiver, des rennes blancs, donc vous voyez des rennes qui ont une apparence mignonne, c'est émerveillant de voir des mini-rennes tout blancs. Des bois étaient dorés, ça doit être très joli, très noélique. Des harnais en cuir écarlate avec des clochettes. Un nain corpulent qui fait même pas 1 mètre de haut, avec une peau d'ours polaire et un bonnet rouge et pointu orné d'un long gland doré qui pendait à l'extrémité, avec une énorme barbe qui couvre ses genoux et qui lui servait de couverture. Et il y a un traîneau derrière, et jusque-là, on pourrait imaginer que c'est le Père Noël sur son traîneau. Il y a tous les indicateurs qui peuvent nous faire imaginer ça. Et jusqu'au moment où on nous parle d'une sorcière blanche, froide, stricte, moi je trouve la description tout à fait émerveillante. On imagine quelque chose de très joli, de quelque chose de merveilleux. Personnellement, pour ma déco de Noël, je veux bien des rennes blancs avec des bois dorés. Ça doit être très kitsch, mais très joli. Et on est cassé dans notre élan de naïveté, de joie, même si on est déjà dans un univers plus froid, parce que Edmund n'aime pas l'endroit où il est. On a un peu cette parenthèse, presque ce simulacre de Père Noël, ce simulacre de joie. Tout à fait, ouais. Le mot simulacre, il est super important. Il y a vraiment un élément parodique hyper important dans cette scène. Et en fait, cette ambivalence qu'on voit dès le début, avec un personnage magnifique, mais en même temps froid, sévère, et ben, on le retrouve totalement, comme tu l'as dit dans la description, ne serait-ce que dans les couleurs qui sont utilisées, parce que le blanc et le rouge, par exemple, qui sont les couleurs dominantes, là, et ben, ce sont des couleurs ambivalentes qui peuvent porter des valeurs positives ou négatives. Hein. Le blanc, ça peut être l'innocence, la pureté, ça peut aussi être le froid glacial et la mort, hein, d'un cadavre, de la nature. Le rouge, ça peut être la vie, la passion, l'amour. Ça peut être aussi la violence, le danger et la mort. Hein. Donc voilà, c'est beau et en même temps, c'est dangereux. Et puis, je parlais d'un aspect parodique. L'or, hein, l'or, c'est une couleur qui peut représenter la royauté. Hein, c'est une façon de représenter la royauté, cet or de sa couronne, de la baguette, etc. Mais là, ici, elle parodie en fait la royauté. Et donc, on peut faire la même remarque sur la fourrure blanche dans laquelle elle s'emmitoufle. Alors, peut-être que là, je vais peut-être un peu spoiler si je dis ça, mais bon, je vais peut-être pas le dire, mais en fait, en s'emmitouflant de fourrure blanche, elle imite le roi légitime, qui lui a une fourrure dorée. Bon, si vous connaissez l'histoire, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Et lui, c'est pas un manteau dont il s'enveloppe, mais c'est sa véritable fourrure. Hein. Donc vraiment, il y a un élément parodique ici qui est super important. Oui, complètement, et je vais me permettre de citer Tolkien, qui a aussi quelque chose à dire sur l'or. Tout ce qui est or ne brille pas, tous ceux qui errent ne sont pas perdus, le vieux qui est fort ne dépérit point, et les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Alors c'est une traduction française, l'original est beaucoup plus poétique, mais je trouve très intéressant que chez ces deux amis, la question de l'or et du doré soit complexe, dans le sens où l'or peut être sali, caché, n'apparaît pas scintillant à l'œil nu, et pourtant certains qui arborent des choses éclatantes en fait sont simplement qu'une peinture, quelque chose qui n'est pas véritablement précieux, mais qui essaye de faire semblant de l'être. Et je trouve ça très intéressant de comparer
c'est penser l'idée d'être méfiant de ce que les gens présentent. Et aussi chez Tolkien, il y a quelqu'un qui est habillé en blanc qui ne représente pas la pureté. Oui. On peut penser à Saruman le Blanc, qui, sans spoiler ceux qui n'ont jamais vu ou lu Le Seigneur des Anneaux, n'est peut-être pas complètement tout à fait blanc, mais je spoil déjà un peu, je suis navrée. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que ici, Lewis choisit de présenter une figure du mal belle. Et en faisant ça, il veut éviter l'association systématique entre le mal et la laideur qu'on trouve souvent dans les contes de fées traditionnels, puisque dans les contes de fées traditionnels, on va souvent avoir des personnages de sorcières qui sont représentés sous les traits d'une femme vieille et laide, toute courbée, avec une verrue sur le nez, et qui a d'ailleurs amené parfois des comportements discriminatoires dans notre monde. Sous prétexte qu'une femme est vieille et laide, on l'associait à une sorcière sans raison, et peut-être même que ça arrive encore aujourd'hui. Et ici, une des sources d'inspiration de C.S. Lewis pour cette association entre la beauté et le mal, eh bien, c'est biblique, c'est dans la Bible, puisque cette sorcière, elle représente, en tant que figure du mal, elle représente Satan dans l'histoire, et dans la Bible, Satan est aussi présenté comme un être capable de prendre une belle apparence pour tromper les gens quant à son intention. Il y a un verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qui dit que Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Donc, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est de là que vient le nom Lucifer, qui n'est pas biblique, mais qui veut dire lumière aussi. Et l'idée vient de ce verset. Et voilà, donc là, il fait une association claire entre Satan et la sorcière. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Dans notre société, on associe tellement facilement le moche avec le mauvais. Enfin, le moche, sans discrimination aucune, mais c'est vrai que quand on imagine Satan, l'imaginaire collectif imagine une espèce de homme bouc, un peu comme un faune peint en rouge avec des cornes et une fourche, ce qui est complètement... Enfin, ce n'est pas du tout biblique. Et ce que je trouve très intéressant, mais ça on pourrait en parler plus loin dans le livre, c'est que on imagine que Satan est l'alter ego maléfique de Dieu dans la Bible, mais c'est pas du tout le cas. Dieu est le créateur de toutes choses, et Satan incarne le mal. D'ailleurs, c'est compliqué d'établir Satan, c'est un mot complexe dans la Bible, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas si facile que ça, mais par exemple, Satan est censé être en enfer, ne pas régner sur l'enfer. Et si on donne une quelconque royauté à Satan, on va dire que c'est le prince de ce monde. Pas du tout le prince des enfers. Et on imagine souvent dans l'imaginaire collectif un espèce de dieu qui négocie avec Satan qui a la main mise sur le mal, sur l'enfer, mais en fait pas du tout. Lui-même est le premier destiné à aller en enfer et à ne rien contrôler du tout. Et donc ça, je trouve très intéressant. Encore une fois, un simulacre de royauté, l'idée qu'on contrôle alors que non. Et la seule chose qu'on pourrait lui prétendre, c'est un peu d'influence sur notre monde, malheureusement, mais aucune influence à venir. Je voulais faire une remarque aussi sur le personnage de la sorcière blanche dans le film. Tu te souviens à quoi elle ressemble et Oui. comment elle est... Tilda Swinton, comment elle est présentée dans le film. Et c'est très différent de ce qui est... Enfin, c'est assez différent de ce qui est présenté ici dans le livre. J'aime beaucoup la manière dont elle est présentée dans le film. L'actrice Tilda Swinton est, je trouve, extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que les films ont quoi, ils ont 20 ans, en tout cas le premier film à peu près, voire un peu plus, je pense que tout le style autour d'elle serait changé si on referait un peu le film aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, ses habits étaient très modernes. Il y avait quelque chose de nouveau. Elle cassait un peu les codes
par les coupes, par le style notamment de sa coiffure qui était une espèce de cône de glace. C'était assez élégant, c'était assez beau, mais c'était beaucoup plus moderne que le monde très vintage dans lequel on est dans Narnia finalement. Et je trouve assez intéressant l'idée d'une usurpatrice qui est moderne, Mhm. qui s'habille dans son temps et qui n'est pas ancrée dans les traditions, qui n'est pas ancrée dans ce qui a pu être auparavant. Mais oui, non, je trouve que l'actrice elle fait un merveilleux travail. C'est une Mm. très bonne interprète déjà elle a le physique pour cette femme très belle, très froide dans ses traits, qui est présentée avec cette robe à la fois froide et très molletonnée qui a l'air contraignante. Enfin, non, Mm. j'en ai un souvenir très marquant. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, elle est objectivement, elle est belle, il n'y a pas de souci. Par contre, elle n'est pas du tout mise en valeur. Elle a un air maladif, elle porte du mascara blanc, hein. J'ai remarqué ça en regardant sur un gros plan, j'ai vu qu'elle avait du mascara blanc, elle n'a pas du tout de rouge à lèvres, ses cheveux sont tout emmêlés, donc elle n'est pas présentée de façon belle comme dans le livre. Et je me suis demandé pourquoi, et je pense que la raison, c'est que quand on passe à l'écran, on est toujours obligé de faire attention à ne pas rendre les personnages méchants trop beaux, parce que sinon, il y a forcément des spectateurs qui vont les trouver trop attirants. Et c'est quelque chose qui se vérifie en général dans les films, et notamment, donc, j'ai travaillé un petit peu sur les films du roman anglais du 19e siècle de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Et donc dans le livre, on nous dit que Jane Eyre n'est pas belle et que Rochester, son amoureux, n'est pas beau non plus. Et par contre, il y a un personnage méchant qui est très beau. Et dans les films, ils ne respectent jamais ça. Jamais. Parce que, voilà, c'est pas possible. En fait, les spectateurs vont forcément s'identifier aux personnages qui sont beaux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été rendue sexy, hein, si je peux utiliser ce terme. Elle n'a pas été mise en valeur. Mais en même temps, je suis d'accord qu'elle est très impressionnante et tout à fait fascinante, hein. Je trouve ils ont bien réussi ils ont trouvé un bon compromis pour moi. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que c'était encore le cas il y a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu changé. Je pense que les méchants d'aujourd'hui sont plus beaux que les méchants d'il y a 20 ans dans les films. Euh, on est aussi beaucoup plus dans les tromperies aujourd'hui. C'est très rare que le méchant soit déclaré méchant la première fois qu'on le voit. Oui. On est beaucoup dans les retournements de situation. Euh, donc j'ai l'impression que oui, le côté moche et méchant n'est plus aussi défini que ce qu'il a pu être dans le passé, en tout cas dans le monde cinématographique. Mais je ne sais pas si je suis d'accord avec toi dans l'idée qu'elle n'est pas mise en valeur. Il faudrait que je regarde les images. Je pense que tu as les images plus fraîches que moi dans la tête, mais l'actrice Tilda Swinton est cette beauté très étrange, dans le sens où ils n'ont pas pris comme actrice une femme qui est très pulpeuse, qui est très dans la définition Mm. de la féminité. Elle a ce style assez androgyne. Moi, je la trouve vraiment Oui, très belle. oui, C'est tout pas à du fait. tout une critique, mais Mm. elle a cette beauté très froide. Et je Mhm. trouve intéressant qu'il ne l'ait pas caricaturée, attirée dans un style qu'elle n'a pas naturellement. Mm. Voilà, une grande bouche rouge, voilà, ce côté, comme tu disais, très sexy, mais qu'elle a cette beauté extrêmement froide. Et Mm. c'est ça que j'ai l'impression qu'ils ont fait le plus ressortir. C'est l'idée qu'en fait, vraiment Reine des Neiges, en fait, dans le sens où elle s'épanouit dans le gel et dans le froid et dans la neige. Ouais, Et ouais. c'est ce mascara blanc qui est comme des flocons posés, aucune couleur sur le visage, les cheveux coiffés comme s'ils avaient été gelés, comme si Mm. elle s'était coiffée avec du froid. On voit qu'elle est maîtresse de son élément. Et Ouais, que ouais. Narnia, qui est coincée dans un hiver éternel, en fait, c'est cet hiver qui lui convient. Mm. C'est sa maison et que tout le monde en souffre, mais elle s'épanouit et tant pis pour les autres. Ouais, ouais. Et je trouve très intéressant comme c'est fait parce que tout ce qu'elle est visuellement, ça crie le gel, ça crie le froid, de la robe à la coiffure, au maquillage, à la manière dont elle est froide comme visuellement, juste Mhm. dans son ossature, dans ses traits. Et, et je pense qu'il faudrait mettre une photo d'elle dans sa tenue, là où on veut, parce que ça fait climatisation. C'est
c'est gelant de l'intérieur. Mais justement, comme le froid peut être beau, mais pas chaleureuse pour un sou, et on le verra dans le chapitre d'après, quand elle essaie d'être chaleureuse, ça marche pas très bien. Oui, non, mais je suis d'accord qu'elle est totalement réussie comme personnage filmique, hein, et autant dans le livre, le personnage fonctionne bien, autant si on avait essayé de le reproduire tel quel, tu vois, moi, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je suis pas sûre que aujourd'hui, on pourrait, même aujourd'hui, 20 ans plus tard, on pourrait, de manière réussie, présenter un personnage qui est vraiment beau et qui ressemble plus à celui du livre. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Après, à voir, hein, on verra dans 2 ans avec s'ils choisissent de refaire ce film-là, quand il y aura les versions Netflix, hein, on verra ce que ça donne, mais bon, affaire à suivre en tout cas. Hein. J'en ai comme preuve aujourd'hui, ne serait-ce que les Blanche-Neige qui sont sorties il y a quelques années maintenant, mais quand même plus récemment. On a des marâtres, des belles-mères qui sont beaucoup plus belles que Oui, ce qu'on a pu avoir dans les dessins animés où de base la belle-mère était quand même très froide dans comme elle était coiffée, elle était belle parce qu'elle était censée quand même être belle au début, mais on la voit très souvent en sorcière dans le dessin animé qui a, je crois qu'il a presque 100 ans, mais je crois que je me dis des bêtises, mais le dessin animé est dans les premiers dessins animés de Walt Disney. Les films plus modernes, je pense à la belle-mère qui est jouée par Charlize Theron, elle est canon, enfin soyons honnêtes, elle est très mise en valeur, elle est monstrueuse, ça reste la belle-mère de Blanche-Neige, mais elle est beaucoup plus belle. C'est une actrice qui est considérée comme une très belle actrice, ils l'ont pas amochée pour le rôle, et je sais pas si à l'époque en effet, je pense que tu as raison là-dessus, je sais pas si à l'époque de Narnia, il l'aurait prise aussi belle, il l'aurait mise autant en valeur. On pourrait débattre sans fin, mais je pense qu'on est en train de changer là-dessus, où on aime tromper. D'ailleurs, je pense que ça devient un peu une caricature du cinéma. C'est rare les méchants qui sont très très méchants maintenant. C'est vrai. Les méchants, ils sont montrés à la fin, il y a besoin du plot twist, et ils ont toujours une très bonne raison de faire ce qu'ils font. Et on n'a plus beaucoup de méchants gratuits, ou même dans les débats, il y a toujours des gens qui vont justifier les méchants. On n'a plus de méchants qu'on déteste ensemble de manière unanime. C'est vrai. Je trouve assez intéressant ce changement. Peut-être qu'on voit aussi un changement de valeur. Il y a moins ce côté... On se met d'accord tous ensemble pour qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, mais une multitude d'avis plus individuels où on définit nous-mêmes le bien, le mal, et notre définition du bien et du mal va se heurter aux autres définitions qui nous entourent. Ouais, c'est vrai. Alors on arrive à la fin du chapitre où on a un début de conversation entre Edmund et la sorcière, et on va s'arrêter encore une fois en pleine action, hein, comme ça avait été le cas avec Lucie et le faune, ce qui nous donne envie de passer directement au chapitre suivant, hein. Le suspense est entretenu de cette manière, on a vraiment envie de tourner la page et de continuer à lire. On a tellement envie de continuer à lire que dans mon édition, je pense que c'est une coquille mais ça me fait rire, il n'y a pas de point à la dernière phrase. D'accord, ah oui. S'il vous plaît, votre majesté, dit Edmund, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, je suis en classe, ou plutôt j'y étais, ce sont les vacances maintenant, et feuille blanche, 100 points. On est vraiment dans la continuité. Ça me fait rire ce que tu dis, parce que mon édition est d'accord. Et donc, on a encore une fois ce parallélisme avec Lucie, puisque la première question que la sorcière pose à Edmund, c'est la même que celle que le faune avait posée à Lucie. Qu'est-ce que vous êtes, hein? Elle veut savoir s'il est humain. Et Lucie n'avait pas compris la question du faune, et Edmund ne comprend pas non plus la question de la sorcière. Il se met à bredouiller. Et le chapitre s'arrête là-dessus. Et la prochaine fois, eh bien, on verra la suite de cette conversation entre Edmund et la sorcière. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.